On va plonger ensemble au cœur de nos poumons pour décortiquer un mécanisme absolument fondamental, la ventilation alvéolaire. On a tous cette image en tête, on inspire et l'oxygène rentre. Mais est-ce si simple? Est-ce que chaque goutte d'air qu'on respire est vraiment utilisée? C'est exactement ce qu'on va voir. Alors, voilà notre plan de vol. On va commencer par faire le tri entre l'air qui sert vraiment et celui qui, ne sert à rien. Ça nous amènera tout droit au concept un peu étrange d'espace mort. Ensuite, on verra comment on mesure concrètement si une respiration est efficace, pourquoi ça peut varier d'un endroit à l'autre du poumon, et on terminera par voir ce qui se passe quand toute cette belle mécanique se dérègle. Allez, on attaque avec une idée qui va un peu à contre-courant. On s'imagine que quand on prend une grande inspiration, tout cet air est bon à prendre, qu'il va direct dans le sang. La réalité, vous allez le voir, est un peu plus subtile. Alors, cette question, elle est cruciale. Chaque inspiration est-elle efficace à 100% pour nous oxygéner? La réponse est non. C'est assez surprenant, mais une partie de chaque bouffée d'air qu'on prend ne participe en fait jamais aux échanges gazeux. C'est un peu comme une perte en ligne. Et comprendre pourquoi cette perte existe, c'est la clé pour tout le reste. Justement, cet air perdu, cet air inutile dont on vient de parler, il a un nom. Il occupe ce qu'on appelle l'espace mort. C'est tout simplement le volume d'air qui reste coincé dans les voies respiratoires sans jamais atteindre la zone d'échange avec le sang. En fait, pour être précis, il y en a plusieurs types. D'abord, l'espace mort anatomique, c'est le plus simple, c'est l'air qui reste dans les tuyaux, si vous voulez, le nez, la trachée, les bronches. Ensuite, il y a l'espace mort alvéolaire. Là, c'est plus problématique. L'air arrive bien jusqu'aux alvéoles, mais il n'y a pas de sang qui passe à côté pour récupérer l'oxygène. Et enfin, l'espace mort physiologique, c'est tout simplement l'addition des deux. Chez un adulte, cet espace mort anatomique, c'est à peu près 150 millilitres. Pour vous donner une idée, c'est le volume d'une petite canette de soda. Mais attention, ce n'est pas un volume complètement perdu, Il a un rôle super important. Il sert à réchauffer, humidifier et nettoyer l'air avant qu'il n'arrive dans nos alvéoles toutes fragiles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Sur un poumon sain, l'espace mort est quasiment que anatomique. Tout va bien. Mais imaginez une maladie, comme une embolie pulmonaire, qui vient boucher un vaisseau. D'un coup, on a des alvéoles qui reçoivent de l'air, mais plus de sang. Elles deviennent inutiles. L'espace mort alvéolaire explose et la respiration devient un effort beaucoup moins efficace. Bon, on a compris qu'une partie de l'air qu'on respire est en quelque sorte gaspillée. Alors, comment on fait pour mesurer ce qui compte vraiment? Comment on évalue la ventilation qui, elle, participe réellement aux échanges? La réponse, c'est ce chiffre, la ventilation alvéolaire, ou VA. C'est elle la vraie mesure de l'efficacité de notre respiration. Et ça explique tout. Pourquoi une respiration lente et profonde, c'est si bon pour nous? Parce qu'à chaque inspiration, on fait entrer un grand volume d'air neuf qui noie complètement le petit volume de l'espace mort. A l'inverse, si on respire vite et de façon superficielle, on ne fait que brasser l'air de l'espace mort sans grand intérêt. Ok, mais en pratique, à l'hôpital, comment on mesure ça? Eh bien, la clé, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Notre corps, c'est une usine qui produit du CO2 en permanence. Et la seule et unique sortie pour ce CO2, c'est la ventilation alvéolaire. Du coup, le taux de CO2 dans le sang devient un miroir parfait de l'efficacité de notre ventilation. Et la relation entre les deux est super logique, mais inversée. Si on hyperventile, la ventilation alvéolaire augmente. On chasse trop de CO2 et son niveau dans le sang chute, c'est l'hypocapnie. A l'inverse, si on hypoventile, la ventilation alvéolaire baisse, le CO2 s'accumule et son niveau dans le sang monte, c'est l'hypercapnie. C'est une balance, un équilibre fondamental. Mais ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. On pourrait penser que nos poumons sont des organes bien homogènes, mais pas du tout. Même quand on est en parfaite santé, toutes les alvéoles ne travaillent pas de la même façon. Et le principal coupable de cette injustice, c'est la gravité. Pensez-y, quand on est debout, le sang est lourd, il est attiré vers le bas. Du coup, le flux sanguin, qu'on appelle la perfusion, est bien plus important à la base des poumons qu'à leur sommet. Ça crée un décalage énorme entre où va l'air et où va le sang. Pour mesurer ce décalage entre l'air et le sang, il y a un concept absolument central en médecine respiratoire, le rapport ventilation-perfusion ou rapport V sur Q. C'est vraiment la clé pour comprendre si les échanges gazeux se font bien zone par zone. L'idéal du monde, ce serait un rapport V sur Q de 1. Ça voudrait dire que pour chaque litre d'air qui arrive, on a 1 litre de sang qui attend pour faire le plein d'oxygène. C'est l'adéquation parfaite. Mais dans la vraie vie, cet idéal, on ne l'atteint quasiment jamais. Regardez ce qui se passe. Tout en haut des poumons, on a plein d'air qui arrive, mais très peu de sang. La ventilation est donc gaspillée, c'est un effet espace mort. Et à l'inverse, tout en bas, on a un torrent de sang, mais proportionnellement moins d'air pour l'oxygéner. C'est ce qu'on appelle l'effet shunt, du sang qui traverse les poumons sans être bien rechargé en oxygène.
Tout ça, ça a été super bien modélisé par les zones de West. C'est un modèle qui explique le comportement du flux sanguin en fonction d'un équilibre entre 3 pressions. À la base, en zone 3, la pression du sang est forte, le flux est continu. Au sommet, en zone 2, c'est plus compliqué, le flux peut devenir intermittent. Et puis à la zone 1, celle-là, elle est pathologique, c'est quand l'alvéole est tellement gonflée qu'elle écrase le vaisseau sanguin et stoppe complètement le flux. Bon, maintenant qu'on a posé toutes ces bases, ces équilibres fragiles, voyons ce qui arrive quand la machine s'enraye. Comment est-ce que tous ces concepts se transforment en problèmes médicaux bien réels? Premier cas de figure, l'hypoventilation. À cause d'une maladie pulmonaire, d'une obésité, la ventilation alvéolaire s'effondre. Le CO2, notre déchet, ne peut plus sortir, il s'accumule dans le sang, c'est l'hypercapnie. Et ça c'est très grave car ça rend le sang acide et ça peut mener à une acidose respiratoire. Et à l'exact opposé, on a l'hyperventilation. Là, c'est l'inverse. On respire trop par rapport aux besoins du corps. Le CO2 est balayé, expulsé trop vite. Son niveau dans le sang s'effondre, c'est l'hypocapnie. Ça peut arriver lors d'une crise de panique, à haute altitude ou à cause de certains médicaments. Et quand le corps n'arrive plus du tout à gérer cet équilibre vital, quand la situation est critique, c'est là qu'intervient la médecine moderne. La ventilation mécanique, le respirateur, prend le contrôle. Ça permet aux médecins de régler au millimètre près la ventilation alvéolaire, pour la réadapter aux besoins du corps et rétablir l'ordre. Finalement, on voit que respirer, ce n'est pas juste inspirer, expirer. C'est une danse d'une précision incroyable entre l'air et le sang. Un équilibre super fragile où le moindre décalage peut avoir des conséquences sur tout l'organisme. Comprendre cette mécanique, depuis la plus petite alvéole jusqu'au lit du patient en réanimation, c'est vraiment le cœur de la médecine respiratoire.